À la une de cette édition, elle devient la première femme en France à représenter la droite dans une élection présidentielle. Valérie Pécresse a remporté la primaire du parti Les Républicains avec plus de 60% des voix. Après l'Autriche, c'est au tour de l'Allemagne de s'orienter vers une vaccination obligatoire. Une proposition de loi doit être soumise au Parlement d'ici la fin de l'année. Une possibilité qui divise énormément dans le pays. Reportage à venir dans ce journal. Et puis nous irons en Gambie où les habitants se sont déplacés en masse ce samedi pour élire leur nouveau président. Le décompte des votes est en cours. On retrouvera sur place notre correspondante Sarah Sacco. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le Parti Les Républicains connaît donc désormais sa candidate pour la présidentielle de 2022. Ce sera Valérie Pécresse. La présidente du Conseil régional d'Île-de-France a remporté la primaire LR face à Éric Ciotti. La droite républicaine est de retour, a-t-elle promis. Sa campagne va débuter dès ce lundi et pour rassembler autour d'elle, les défis s'annoncent immenses. Décryptage de Julien Neuny. Tous les espoirs de la droite reposent désormais sur elle. Cette campagne, c'est le combat d'une vie. Et avec vous, je vais le gagner. Valérie Pécresse, première femme de l'histoire à représenter la droite républicaine à la présidentielle, peut-elle maintenant conquérir l'Élysée? Dans la ligne de mire de ses adversaires, ses atouts comme ses faiblesses sont déjà analysés de très près. Valérie Pécresse, nouvelle patronne de la droite, voilà qui n'avait rien d'évident pour celle qui, en 2019, prenait une décision radicale. En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. Un cadre de LR se souvient. Elle revient de loin. Il y a un an, il fallait appeler les militants un par un pour leur demander de ne pas la siffler. Sa stratégie ? Rassembler aussi bien les électeurs de droite tentés par Éric Zemmour que ceux déjà séduits par Emmanuel Macron. Face caméra, le président ne veut rien en dire. Je vais me tenir à cette discipline qui consiste à ne pas d'abord commenter la vie politique, mais encore moins le faire depuis Dubaï. Mais en coulisses, ce ministre le concède. Pécresse est la candidate la plus redoutable, car la moins caricaturale, plus à même de rassembler la droite. Alors à l'Élysée, pour répondre à Valérie Pécresse... Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Les arguments commencent déjà à s'affûter. Quand on a le programme de Thatcher, Fillon et Zemmour, on n'est pas là pour plaire, mais pour défaire, cingle cet ami d'Emmanuel Macron. Avant que l'un de ses ministres lâche, on lui ressortira tout ce qu'elle a pu dire pendant cette campagne interne au LR, et elle a dit un paquet de conneries. Éric Zemmour, lui non plus, ne perd pas de temps. Il vient d'inviter dans cette lettre les adhérents LR à le rejoindre, les électeurs d'Éric Ciotti en particulier. Et depuis la Pologne, Marine Le Pen a elle aussi trouvé son angle d'attaque. Valérie Pécresse est peut-être la plus macroniste de toutes les candidates qui étaient présentes dans cette compétition interne à LR. À 54 ans, Valérie Pécresse va maintenant relever le plus important défi de sa vie politique, faire revenir la droite au pouvoir 10 ans après. Face à la forte reprise de la pandémie et l'arrivée du variant Omicron, faut-il rendre la vaccination obligatoire? L'Autriche a en tout cas déjà franchi le pas. L'Allemagne l'envisage. Dans le pays, les non-vaccinés seraient responsables d'environ 70% des nouvelles contaminations. Mais le sujet est très sensible, comme vous allez le voir, dans ce reportage de nos correspondants Anne Maillet, Willy Malter et Nick Spicer. À peine annoncée, l'obligation vaccinale mobilise déjà les anti-vax. À Potsdam, dans l'est de l'Allemagne, le parti d'extrême droite AfD, bien implanté dans la région, est à l'origine de cette veille. 48 heures pour protester contre une mesure qu'il qualifie de dérive autoritaire. Wollen wir uns alle 6 Monate spritzen lassen, freie Menschen zu sein? Soll das die Zukunft sein? Ich halte das für einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Ich halte es für im Grunde genommen verfassungswidrig. Dans cette région, parmi les plus réfractaires, moins de 63% de la population est doublement vaccinée. Ici, on a pourtant bien connu l'obligation vaccinale. En RDA, une vingtaine de vaccins étaient obligatoires et personne ne s'en plaignait selon cette doctoresse. Das kenne ich. Genau, zack, zack, da gab es so eine Spritzpistole.
Plus de 30 ans après la fin du régime communiste, l'opposition fondamentale d'une partie de ses concitoyens lui échappe. Und ich glaube, wirklich durch diese ganze Situation zu kommen, jetzt bei Covid, wir haben es beim Pocken gesehen, wir haben andere Infekte, wir sehen es bei den Masern, da hat sich das ja schon ein bisschen rentiert. Und Pocken haben wir auch nur ausgerottet, indem es eine Impfpflicht gab. Seule cette vaccination contre la rougeole est actuellement obligatoire en Allemagne pour les enfants et certains corps de métier. Mais dans un pays encore traumatisé par les dictatures est-allemandes et nazies, le sujet reste sensible et à juste titre selon cette historienne. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gab es ja einen gesonderten Ärzteprozess, weil es eben Ärzte gegeben hat, die Menschenversuche gemacht haben und eben auch um Impfstoffe unter anderem zu entwickeln, die Menschen krank gemacht haben, um Impfstoffe zu testen. Diese Verbrechen sind doch in der deutschen Erinnerung sehr stark geblieben und deswegen gibt es vielleicht eine generelle Vorsicht oder besondere Sensibilität. Face à la pandémie de Covid, pourtant, un consensus politique autour de la vaccination obligatoire semble d'ores et déjà acquis. 2/3 de la population y est favorable. La loi pourrait entrer en vigueur dès février 2022. Je vous le disais en titre, les Gambiens se sont rendus en masse dans les bureaux de vote pour choisir leur président. Une élection cruciale pour cette jeune démocratie qui a mis fin à la dictature il y a seulement 5 ans. Le dépouillement des votes est en cours, comme nous l'explique notre correspondante Sarah Sacco. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale indépendante. C'est elle qui communique les résultats au compte-gouttes au fur et à mesure qu'ils arrivent des circonscriptions du pays. Il y en a 53 au total et à chaque fois, le résultat donne lieu à une annonce. La 54e annonce sera donc le nom du vainqueur de cette élection à un tour. Les Gambiens se sont en tout cas déplacés massivement pour voter. Il y a eu un véritable engouement pour ces premières élections véritablement libres du pays. Les électeurs que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'il était vraiment important pour eux d'exprimer leur voix parce que pour eux ce scrutin est ouvert et tout est possible. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans les bureaux de vote. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, aucun incident majeur n'a été signalé. La commission électorale indépendante, dans son communiqué, parle, je cite, d'un vote ordonné et pacifique. On reste en Afrique avec cette attaque djihadiste dans le centre du Mali. 31 personnes ont été tuées, 17 blessées. Elles se trouvaient dans un véhicule de transport qui a été mitraillé puis brûlé. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le gouvernement malien promet que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs. Suite et fin de la tournée express d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le président français était ce samedi en Arabie Saoudite où il a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ils ont notamment abordé la situation au Liban, une visite qui a été grandement critiquée, notamment en matière des droits de l'homme. Les explications de Cécile Galluccio. C'est le moment tant attendu, la poignée de main entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois depuis 3 ans. Depuis la mort du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné par des hommes de main venus de Riyad. Le président français le sait, il va être interrogé sur la question des droits de l'homme et d'un revers de main, il balaye le dossier sensible en faisant bien attention de ne pas nommer le journaliste saoudien. Nous avons parlé de tout absolument sans aucun tabou. Évidemment, la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct. Emmanuel Macron était aussi en Arabie Saoudite pour parler du Liban et pour réengager la relation entre Beyrouth et Riyad. Fin octobre, suite à une brouille diplomatique, le Royaume avait interdit les importations libanaises, aggravant la crise économique que traverse le pays du Cèdre. On a parlé de tous les sujets régionaux, je dois dire, de l'Iran, de la Turquie. Pendant cette tournée express, il a aussi été question de stabilité régionale, de lutte contre l'islamisme radical, d'attractivité de la France, mais surtout de contrats juteux. En Arabie Saoudite, Airbus a signé la vente de 26 hélicoptères. Le géant français annonce aussi la création d'une coentreprise avec les Saoudiens dans le secteur de la maintenance de l'aéronautique militaire. De son côté, Veolia a décroché le contrat de gestion des services d'eau potable et d'assainissement de Riyad et de 22 municipalités périphériques, un contrat de 7 ans au chiffre d'affaires de plus de 82 millions d'euros. Vendredi, les Émirats arabes unis, eux, ont signé avec Dassault Aviation
80 Rafales, des hélicoptères, de l'armement, pour un total de plus de 16 milliards d'euros. C'est le plus important contrat passé par le constructeur français. Restez sur France 24, l'information continue.